comprends bien, la question soit du pilotage ou de la diversité s'intéresse à la désartificialisation. Parce que du coup, il y a des instruments qui sont mis en place pour réintégrer ce qui ne dépendrait pas du droit foncier rural, donc des terres, des friches, des industries, etc., pour les réintégrer. Et du coup, comment ça se passe comment on prend en compte ces terres qu'on n'a pas évaluées ou de la même manière, quelle valeur on leur donne. Vous voulez dire comment est-ce que dans les politiques de désimperméabilisation, là, oui, le but quand même, c'est de désartificialiser pour que ce soit mieux stocké ou régénérer de la biodiversité. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'appareils politiques qui s'intéressent que à l'agriculture. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est engagée ou est-ce que ça va être un truc qu'on va découvrir quand il va découvrir? Alors, c'est vrai que le ZAN, l'objectif de zéro artificialisation nette, qui implique de la compensation et donc de la renaturation ou de la désimperméabilisation de foncier artificialisé, concentre actuellement beaucoup d'attention et concentre beaucoup de réflexion et d'attente, notamment de la part des acteurs urbains qui se demandent comment réussir à mener cette désimperméabilisation dans leur territoire. Et en termes de stockage de carbone, c'est évidemment pas là où je suis le plus spécialiste, mais il me semble que il y a le potentiel de remplissage des puits de carbone sols agricoles, vu leur surface à l'échelle de la France, 29 millions d'hectares, ça crée des marges de manœuvre en termes de stockage de carbone qui sont probablement plus importantes que la désimperméabilisation d'un certain nombre de sols urbains qui représentent un nombre d'hectares quand même assez limité, il me semble. Après, pour ce qui est mais après on passe à d'autres objectifs, objectifs urbains, de recréer des îlots de fraîcheur, etc. Comment dire, les controverses sociopolitiques sur lesquelles je me suis penché, elles se sont plus en fait penchées sur la question de comment est-ce qu'on réalloue l'espace rural de manière plus équitable. Et ce qui m'a intéressé, c'est la manière dont elles utilisaient des arguments plus environnementaux, écologiques, pour essayer de parvenir à leurs fins, qui étaient des fins plus assez classiques de répartition d'une ressource. Et alors après, pour répondre peut-être à votre question aussi, une autre remarque qui vient d'un terrain que j'avais fait à Strasbourg, sur les flux de sol pour la renaturation des centres-villes, des techniciennes de l'Eurométropole me disaient qu'il y avait tellement d'attention pour le ZAN que les élus étaient focalisés sur la compensation, la désartificialisation, et en oubliaient presque de prendre soin des sols qui existaient déjà. Et notamment dans la conduite des chantiers, on se retrouvait à défonctionnaliser des sols en posant des bases-vie sur des parties du chantier, pour devoir ensuite avoir à les refonctionnaliser, alors qu'ils auraient pu conduire le chantier de manière différente pour maintenir des sols fonctionnels en place et ne pas avoir à faire de l'ingénierie pédologique a posteriori qui implique d'aller chercher du compost, des matières refertilisantes. Juste pour recadrer un minimum le débat, je vous propose que les trois intervenants viennent là, comme ça on pourra on déplace éventuellement des chaises, comme ça on aura un... Alors, je ne connais rien au domaine, donc les seules choses que je connais, c'est qui résument ce que je comprends du problème, c'est la figure 7 d'un papier de Petros et de Souil Archaoui, où ils ont regardé l'agriculture du point de vue de l'énergie depuis les années 1850 jusqu'à maintenant. Et donc, cette figure, elle est extrêmement claire, parce qu'on voit qu'après la guerre, l'agriculture qui était autonome en équivalent énergétique de ce dont elle avait besoin pour fonctionner, ça devient un apport externe complètement à travers la mécanisation et puis les engrais. Et ça permet un triplement de la production. Mais si on traduit, si on veut avoir l'équivalent en biomasse de l'énergie apportée de l'extérieur, du pétrole, disons le pétrole et gaz, en fait, ça bouffe tout le surplus agricole qui est produit. C'est à peu près équivalent. Bon, ça, premier point. Deuxième point, les engrais, si je comprends bien, ils bypassent toute la chaîne dont vous avez parlé et qui fait un sol vivant. Donc, c'est normal qu'ils deviennent morts si on a ça. Donc, mais ça a l'air de vouloir dire que le levier pour agir, c'est les intrants externes. C'est les engrais. S'il n'y a pas ça, si on dit rien sur l'utilisation des engrais, on n'a aucun moyen d'agir.
Donc, or, vous n'en parlez pas de ça. Vous parlez voilà, la bio, machin, truc, ça serait mieux, etc. Mais pourquoi? Enfin, donc, il faut quand même donner des éléments de ce point de vue-là, quoi. Et aussi du point de vue de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un des leviers, effectivement. Les intrants, c'est un des leviers. Enfin, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. En fait, Cécile, dans sa présentation, à un moment donné, elle parle d'agriculture biologique, elle a parlé d'agriculture biodynamique, elle a parlé d'agriculture de conservation. Et en fait, c'est des modes de production à l'heure actuelle qui sont utilisés par des agriculteurs différents. On essaie même de faire de l'agriculture biologique de conservation. C'est des types d'agriculture qui ont le même objectif, c'est-à-dire on va dire dans l'absolu, le même objectif qui est de faire de l'agriculture plus écologique, mais en mobilisant des leviers différents. Et en fait, tout agriculteur qui va faire de l'agriculture biologique ne va pas avoir des sols de bonne qualité. Parce que l'agriculture biologique, c'est un cahier des charges. Un agriculteur qui va appliquer le cahier des charges les yeux fermés pourra dégrader son sol autant qu'un agriculteur en conventionnel qui fait une agriculture qui date d'il y a 50 ans. Et pareil pour l'agriculture de conservation des sols. L'agriculture de conservation des sols, lui, c'est pas on réduit les intrants, c'est on arrête le travail du sol. Et le travail du sol, c'est une des pratiques agricoles les plus délétères pour les sols. Et du coup, un agriculteur qui est en agriculture de conservation, il va arrêter de travailler son sol, il va courir son sol, etc. Mais pour autant, s'il met en place ses leviers, mais pas de la bonne façon parce qu'il est sur un mauvais type de réflexion, eh ben, il n'aura pas forcément une bonne qualité de sol. C'est pas un mode de production qui fait la qualité du sol. C'est la façon dont ce mode de production est mis en application par chaque agriculteur. Et du coup, si vous me demandiez de hiérarchiser ces modes de production, je ne vous dirais pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, parce qu'un agriculteur qui est en conventionnel, mais qui va raisonner, c'est-à-dire essayer de réduire ses intrants au maximum, réduire son travail du sol, mais même s'il est obligé d'en garder un peu, mais c'est réfléchi, c'est-à-dire que c'est fait que quand il en a vraiment besoin. Les intrants, que ce soit phyto ou autre, c'est réfléchi pareil, qu'il priorise les amendements organiques plutôt que la fertilité minérale chimique. Eh ben, il sera potentiellement meilleur en termes de qualité de sol qu'un agriculteur qui est labellisé bio, en fait. Et c'est pas tant un système de production qui fait la qualité de sol que la façon dont l'itinéraire technique, les pratiques sont mises en place, et pas sur une année, dans la durée, en fait. Donc oui, les intrants, par défaut, historiquement, c'est venu chanter le fonctionnement du sol parce que l'objectif, c'était la plante, c'était le végétal. L'objectif, c'était pas l'écosystème sol-plante, c'était la plante. Et donc, ça a répondu à cette demande de on veut produire, on veut faire pousser la plante, et du coup, on nourrit directement la plante. À partir du moment où on revient sur un système où on se rend compte que notre système n'est pas durable et qu'il faut qu'on repasse par le sol, effectivement, il faut réduire au maximum les intrants chimiques de synthèse, il faut revenir sur des matières organiques, et donc en fait, si on revient sur des matières organiques, on doit revenir sur des systèmes aussi d'élevage, parce que notre matière organique, elle est en grande partie produite par les systèmes d'élevage, et on est en train de perdre tous nos élevages en France. Donc il y a une forme d'incohérence sur le fait que tous les agriculteurs qui sont en polyculture élevage ou en élevage, ils s'en sortent plus, du coup ils ferment, on perd tous nos ressources en fait en matière organique, fumier, lisier, et on est en train, de l'autre côté, des grandes boîtes qui sont en train de vendre du compost industriel en fait. Et où est la logique? Voilà. Et du coup on essaye de prévenir, de tirer la sonnette d'alarme au niveau des agriculteurs, au niveau des entreprises d'agrofourniture, mais c'est au bon vouloir de la compréhension de chacun. Enfin, nous, moi, mon pouvoir, c'est juste d'alerter, de montrer les résultats. Ça s'extrapole à l'Afrique, où les démographes prévoient un facteur 3 dans la population d'ici la fin du siècle? Je ne peux pas vous dire, parce qu'il n'y a pas une corrélation entre diversité dans le sol et rendement, si vous voulez. Parce qu'entre ce qui se passe entre le sol, la qualité de notre sol et le rendement, il y a tellement de facteurs. Il y a le climat, il y a l'intervention de l'homme, il y a ce qui se passe au niveau agronomique, etc. On sait qu'un meilleur fonctionnement du sol devrait induire de meilleurs rendements, de meilleure qualité aussi des productions. Mais au milieu, il y a plein de perturbateurs qui font que la relation n'est pas linéaire. En fait. Est-ce que vous voulez réagir aussi sur... Peut-être juste un tout petit mot
sur la question des intrants, effectivement, moi j'ai pas beaucoup parlé des engrais, mais vous avez bien souligné que c'est au cœur de la question, et c'est pour ça que j'ai autant parlé du fumier, parce que c'est bien ce que tu viens de dire aussi. Mais ce que je voulais... Oui, et moi, le point que j'ai essayé de mettre en avant, c'est que l'agriculture biologique, telle qu'elle naît, eh ben, c'est vraiment cette question des engrais et de sa contestation qui est au cœur dans ces années-là, parce que c'est vraiment une question de savoir positif sur les sols et sur la vie des sols. Et du coup, c'est pas tellement même la question de la critique des pesticides, même si elle est présente, mais c'est pas ça qui domine en fait, parce que ce qui domine, c'est effectivement des savoirs, de mettre en avant des savoirs positifs sur les sols, et donc c'est plutôt la critique des engrais qui s'en passe. Et ça va se déliter avec la reconnaissance aussi de la bio à partir des années 80, donc la bio est reconnue par l'État en 1980, mais pas du tout, c'est pas un mode de culture justement axé sur l'entretien de la vie du sol qui est reconnu, c'est le sans produits chimiques, sans intrants, et du coup on perd toute cette dimension positive des savoirs aussi, ils sont à nouveau invisibilisés. Et après, on va avoir des règlements bio qui vont aussi se déliter en termes de rapport au sol sur les décennies suivantes. Et c'est pour ça qu'on a aussi un retour de mouvements qui vont remettre cette question du lien au sol et de la vie des sols. Par exemple, le réseau maraîchage sur sol vivant, qui est assez actif et en vogue aujourd'hui. Oui, je voudrais remettre la question de l'énergie que Jacques a apporté déjà un petit peu, parce qu'il me semble que c'est un grand absent, alors à part dans l'exposé de la deuxième présentatrice, Nathalie Karimi, où est évoqué la méthanisation et l'agrivoltaïsme, qui sont quand même un des... À part, disons, la gestion du carbone par le sol, il y a quand même aussi le remplacement des combustibles fossiles par les énergies renouvelables. Donc c'est un gros élément, et c'est un élément économique vraiment fondamental, qui apparaît à peine aujourd'hui, mais qui commence à poindre comme un élément pour rendre à nouveau l'agriculteur, l'agricultrice autonome financièrement. Donc ça apparaît comme ça dans la loi du début de l'année sur les énergies, le développement des énergies renouvelables. C'est l'agrivoltaïsme, pour autant qu'il aide l'agriculteur, mais on voit bien que ça peut l'aider, puisque le rendement sur un hectare où vous mettez même ne serait-ce qu'un tiers de panneaux dans le cas de l'agrivoltaïsme n'a plus rien à voir avec le rendement financier, le rendement économique agricole. Donc moi, je vous pose la question à vous. Alors je m'étonne, alors pour l'exposé historique, on était avant disons, l'explosion et les renouvelables qui sont industriellement développés et disons, qui sont rentables. Mais pour la nouvelle loi foncière, j'imagine que quand même ce sujet-là doit être un sujet majeur. La loi foncière, si la loi limite le prix où on peut vendre des terres, ça doit faire référence quand même au fait qu'on peut y installer, que l'agriculteur lui-même peut y installer des panneaux. Il peut renverser la situation que décrit Jacques, qui est que tout d'un coup on est devenu déficitaire en énergie. En fait, on peut redevenir, disons, retrouver un profit énergétique. Effectivement, dans les débats qui ont cours depuis une décennie, on a principalement deux acteurs qui s'opposent à l'agrivoltaïsme et peu qui sont particulièrement favorables à son développement. Donc c'est deux syndicats, le syndicat Jeunes Agriculteurs, qui est la branche jeune de la FNSEA, qui considère vraiment dans ces différentes prises de position qu'il faut un moratoire sur l'agrivoltaïsme, que c'est en fait un vecteur de limitation quantitative du stock de foncier disponible pour les installations. Et la Confédération paysanne, donc un autre syndicat agricole plutôt marqué à gauche, suit un petit peu se retrouve sur la même position en termes d'agrivoltaïsme, en soulignant que l'agrivoltaïsme ne devrait pas prendre place sur le foncier agricole, mais sur les bâtiments agricoles,
donc pas prendre place sur des terres, mais sur des toitures principalement. Et il y a notamment la Confédération paysanne de la Nièvre qui, pour appuyer son propos, a fait un recensement de toutes les toitures de bâtiments agricoles du département, en essayant de calculer la puissance qui pourrait être installée dessus, et en soulignant que ça serait très largement suffisant pour rendre un certain nombre d'exploitations autonomes en production électrique, et que donc les projets d'agrivoltaïsme en plein champ devraient venir en second terme, quoi, dans la réflexion. Et alors, pour ce qui est du développement de l'agrivoltaïsme, je vous renvoie sinon aux travaux de Marie Rabansky du CIRA de Montpellier, qui travaille en sciences politiques sur cet objet, et qui a notamment fait une typologie de 3 réseaux, groupes d'acteurs, quant à leur positionnement sur la place que doit prendre l'agrivoltaïsme sur le foncier ou sur les bâtiments. Voilà. Non, mais c'est pas ma question. Ma question, c'est pourquoi la loi n'en parle pas. Ah ben alors, parce qu'encore une fois, on a un travail en silo qui fait que le foncier, pendant les années 2010, il était traité un peu dans la loi Allure pour le foncier à bâtir, un peu dans la loi biodiversité pour le foncier naturel, un peu dans la loi d'avenir pour le foncier agricole, et qui continue, malgré le travail que j'ai essayé de vous montrer, de tentative de lier les enjeux fonciers de tous les usages, quoi, dans une seule loi. Et ben, il est à nouveau traité dans la loi climat et résilience pour l'artificialisation, dans la loi sur les énergies renouvelables pour ce qui est de l'agrivoltaïsme, dans une petite loi pour la régulation du foncier agricole. Et donc, en fait, cette volonté d'essayer de créer une grande loi foncière qui serait transsectorielle, trans-silo de l'action publique, échoue à chaque fois sur le fait que c'est toujours le ministère de tel secteur qui finit par traiter d'enjeux fonciers, et non pas tous les ministères qui font une loi interministérielle sur le foncier. Juste sur les aspects énergétiques, méthanisation et agrivoltaïsme, alors d'un point de vue économique, j'entends totalement le bénéfice pour l'agriculteur, surtout que nous on travaille chez des agriculteurs pour lesquels l'agrivoltaïsme leur permet vraiment d'être autonomes du coup d'un point de vue énergétique. Par contre, à l'heure actuelle, en 2023, on n'a aucun recul sur les impacts environnementaux réels de ces 2 nouvelles filières qui se lancent. En fait, ça peut être à double tranchant. Il y a le 100% voltaïque aussi. Alors, le 100% voltaïque, de toute façon, c'est-à-dire si les panneaux sont quasi à ras sol, en fait, il n'y a plus de production, rien du tout. Oui, mais c'est du foncier. Ça sera du foncier, ouais. Mais transformation en foncier agricole ou forestier en foncier c'est ça. industriel. Mais si on reste sur une exploitation agricole où l'agriculteur, lui-même est, est acteur et va, est le porteur du projet pour installer des panneaux en parallèle de sa production agricole, c'est bien dans une optique d'autonomie énergétique, ou en tout cas d'une baisse de ses coûts d'énergie. Et dans ce cas-là, on ne sait vraiment pas à terme si c'est vraiment sans impact ou même positif ou négatif sur la qualité des sols. Et c'est des choses dont on va pouvoir prendre la mesure d'ici 5 à 10 ans. Et donc c'est un peu une prise de risque en fait. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça mérite d'être suivi. Le 100% c'est de l'artificialisation des sols. Non, mais là on n'est pas sur du 100%. Quand on parle d'agrivoltaïsme, ça veut dire qu'on continue une activité agricole. Je suis d'accord. Voilà. Les vaches, elles ne mangent pas d'électricité. Mais elle sue moins. L'agriculteur, il nourrit la population et potentiellement, il peut aussi contribuer à nourrir toutes les consommations énergétiques de la population. C'est ça la question. Il ne s'agit pas de faire monter l'électricité aux vaches. Non, mais avant, vous parliez de la biomasse, qui avait un équivalent énergétique. C'est de celui-là que je parlais, moi. D'accord, pardon. Non, mais c'est juste pour faire sauter un peu la parole. Oui. Oui, à propos de l'artificialisation, j'ai travaillé avec un groupe INRA, ISTAR sur l'artificialisation des sols en France en 2017. C'était donc avant. Le ministère avait demandé à ces 2 institutions de quantifier le phénomène d'artificialisation. Et les agronomes de l'INRA disaient les sols agricoles qui sont artificiels, pour eux, ils étaient artificiels. Donc, ce n'est pas la ville et la campagne, c'est artificialisation. En plus, il y a beaucoup de zones non habitées qui sont artificialisées depuis longtemps, qui sont des friches, vous en avez parlé, et qu'on veut renaturer de façon plus ou moins habile. Donc ça, c'est un problème.
Et puis est arrivé après 2022, de nouveau s'inviter dans le débat politique, si j'ose dire économique, la question de l'alimentation et donc des rendements. Et vous n'avez pas trop parlé de rendement dans vos différentes présentations. Et alors qu'on avait complètement oublié en France la question du rendement. Bon, à part l'idée d'étendre encore les parcelles, mais dans notre esprit, à nous, Parisiens, les rendements, les lieux de rendement, c'est la Beauce, etc. Les énormes parcelles à fort rendement, enfin, pratiquement... Et en fait, c'est de nouveau invité dans le débat avec une question de menace de crise alimentaire, autosuffisance alimentaire, etc. Or, effectivement, je pense que dans les débats qui opposent aujourd'hui la FNSEA, en disant les choses, et la Confédération paysanne, les arguments de la FNSEA pour continuer à utiliser des intrants, des pesticides, etc., c'est la question des rendements dans ce contexte aujourd'hui. Et donc, c'est très politique, ça. C'est pas... Alors, il y a le foncier, c'est un découpage des parcelles, il y a le sol, et puis maintenant, de nouveau s'invite un nouvel élément qui, en France, jusqu'ici, ne nous tracassait pas trop, c'est les rendements, et les rendements par parcelle. Alors ça c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ces virages dans tous les sens, je veux dire, parce que ça, vous l'avez exposé sur le plan politique. C'est que, de nouveau s'invite la question non plus seulement de la désartificialisation des sols, mais aussi des rendements, et donc des intrants, parce que les arguments quand même de la FNSEA, donc des grands propriétaires terriens, il faut quand même dire les choses, non, j'ai l'impression quand même que c'est ça. C'est plus des grands exploitants. Oui, des grands exploitants. C'est ça. C'est, oui, vous êtes gentil, mais aujourd'hui, il y a une menace de crise alimentaire, donc il faut... Et je crois qu'il faut aussi ajouter cette question des rendements versus la qualité des produits donnés par le sol lambda. Et c'est pour ça que les agriculteurs bio, à part tout ce que vous avez dit, ont finalement un peu été mis de côté depuis cette soi-disant menace de crise alimentaire, en disant, les bio, finalement, c'est plus cher, il y a moins de rendement, etc. etc. Donc la question de la qualité, de nouveau, dans le débat public, etc., a un peu, et puis avec le prix des produits agroalimentaires, un peu, un peu de nouveau rentré dans l'eau. D'accord. Et ça c'est... Donc, la démonstration qui doit être peut-être faite, c'est que par tout le groupe, c'est que si l'agriculture est répartie, je parle pas le foncier, donc le foncier agricole est mieux réparti, il y aura à la fois la production locale et un rendement qui permet de nourrir une région. Mais c'est ça, je veux dire que... Parce que vraiment, moi, j'ai été frappée à chaque fois qu'il y a eu des débats entre la FNSEA et puis les autres. C'est ça, ça coupe maintenant sur les rendements. Donc là, je pense qu'il faudrait prendre en compte cet aspect pour... Est-ce qu'on fait de l'agriculture d'exportation? Est-ce qu'on fait de l'agriculture pour l'alimentation, etc., etc. Ça, c'est vrai que ça ressortit, vous l'avez très bien dit à l'occasion du début de la guerre d'Ukraine, mais même dans des enquêtes que j'avais menées auparavant, en fait, quand on regarde un peu quelles sont les économies morales de la terre qui ressortent dans ces arènes de discussion et de confrontation que sont les comités SAFER, quand ils doivent rétrocéder des terres et qu'il y a plusieurs candidatures, on peut identifier un peu des économies morales de la terre sur finalement qui est légitime pour exploiter la terre, pour quel but et par quels moyens. Et on voit effectivement des positions, vous repreniez une opposition un peu simple, FNSEA versus contre, mais en gros c'est vrai que ça peut être nourrir la planète contre nourrir localement, et ça c'est un petit peu l'objectif, quoi. Et puis après, c'est des économies morales qui sont centrées autour de valeurs qui sont assez inversées, quoi. Les franges dominantes de la FNSEA autour de la valeur du mérite, quoi, la terre à ceux qui la méritent, parce qu'ils adhèrent avec profit à la modernisation agricole, contre la Confédération paysanne qui va plutôt, en tout cas dans ses prises de position écrites, mettre en avant la notion de besoin. Et donc, effectivement, il y a un rapport au rendement qui est extrêmement divers. Mais tout ça pour dire que ça remet sur le devant de la scène, comme vous le disiez, des oppositions qui sont bien ancrées et bien structurantes dans le paysage syndical agricole français. Et après, on est aussi sur une période, à l'heure actuelle, où on a
on perd des agriculteurs en France, en nombre, parce que les anciens partent à la retraite et il n'y a pas de reprise. Et ça veut dire que les exploitations agricoles deviennent de plus en plus grandes, parce qu'elles sont reprises par des gros et qui augmentent les surfaces, et du coup qui ont une réflexion de rendement. Mais c'est aussi dû au fait que la profession agricole, elle n'est pas forcément valorisée, elle n'est pas promue, etc. Et donc il y a aussi tout ce contexte socio-économique encore plus large par rapport à la question des sols et du rendement. Et à partir du moment où on n'a plus assez d'agriculteurs pour avoir des petites exploitations entre guillemets, on ne pourra pas revenir ou aller vers une agriculture vraiment locale, avec une réflexion sur la qualité sol, alimentaire, etc. Donc on n'est pas sur une bonne tendance, en tout cas, à l'heure actuelle. Oui, moi je ne suis pas du tout du domaine, mais au niveau des lois de conservation, j'ai été assez surpris par le plaidoyer pour l'élevage. Parce que, alors, c'est pas dans l'idée de dire qu'il ne faut plus d'élevage du tout, mais en termes d'outils principal de fixation du carbone et de carbone assimilable, ce que rend l'élevage au sol, ça vient du végétal, et en plus, c'est en fait le côté assimilable, c'est fait par le bactériome des vaches, en gros, avec un rendement qui est très mauvais, puisqu'il y a plein de méthane qui est relargué et qui n'est pas récupérable, etc. Et dans le sol, il y a tout un bactériome, et aussi surtout les champignons, je crois, qui ont aussi cette capacité de transformer du végétal en assimilable. Donc est-ce que l'élevage est si indispensable que ça? Est-ce qu'il n'y a pas des circuits directs du végétal au végétal, à travers l'assolement, la rotation des cultures et tout ça qui serait plus rentable? Alors, c'est pas un plaidoyer pour l'élevage, pas du tout. Ce qu'on observe, c'est que la matière organique qui est produite par l'élevage, elle est très pertinente et très intéressante pour apporter une fertilité, améliorer la fertilité biologique du sol. Par ailleurs, je suis d'accord que la matière végétale peut être dégradée directement par les micro-organismes du sol. Ce qu'il faut voir, c'est que les différents processus de dégradation, que ce se fasse via la vache ou via les micro-organismes directement dans le sol, ou via un couvert végétal en place, donc qui est vivant, etc., tout ça ne va pas apporter les mêmes qualités de matière organique. Et finalement, ce qui est quand même hyper intéressant par rapport à cette fertilité microbiologique du sol, c'est lui apporter des qualités de matière organique variées, en fait, pour favoriser un fonctionnement divers, et que, en cas d'aléa, de manque de telle matière organique, elle puisse quand même répondre et s'adapter, finalement. Donc c'est pas un plaidoyer pour l'élevage, c'est plutôt un plaidoyer pour les types de matière organique que peut produire en fait l'élevage. Après, je suis d'accord qu'en termes de bilan carbone, l'élevage, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Christophe? Oui, j'avais une question de précision, on a pas mal parlé, quelqu'un a repris le propos, la question des rendements. En général, on dit des rendements à l'hectare, c'est-à-dire que ce ne sont pas des rendements. Un rendement, c'est le ratio de deux grandeurs qui ont la même dimension. Donc, c'est plutôt des productivités qui sont probablement croissantes, d'accord? Par contre, les rendements stricto sensu, c'est-à-dire le rapport entre ce qu'on sort par rapport à ce qu'on rentre, il y a eu un certain nombre de chiffres qui ont l'air de dire qu'en fait, ces rendements sont plutôt décroissants. Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus? C'est-à-dire que vous pouvez produire beaucoup plus, mais avec tellement plus d'intrants, et finalement, ça le fait. Et vous allez voir la productivité, mais la productivité vous cache la chose. Oui, même le rendement, en fait, c'est le résultat net qui compte, le résultat net économique de l'exploitation. Parce que le rendement, ça reste une quantité par surface, en fait, mais ça ne dit rien des coûts qu'il y a eu derrière. Et je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on paye beaucoup plus cher pour produire autant sur une même surface qu'avant. Et plus cher, pourquoi? Parce que on doit faire plus de passages sur la parcelle. Alors le doigt, il est la vision de certains agriculteurs. Hein. C'est pas une loi générale. Hein. Parce que il faut que la parcelle elle soit propre, qu'il n'y ait pas d'adventice, qu'il n'y ait pas un truc qui déborde. Donc on va passer 4 fois avant le semis pour nettoyer la parcelle. On va passer X fois en produits phyto. On va faire 2 voire 3 apports d'azote plus un apport de matière organique. Et en fait, c'est tout ça où c'est un coût supplémentaire. Alors que, très honnêtement, alors c'est mon point de vue d'écologue, on permettrait au sol et à la microbiologie du sol de faire son travail, on réduirait les passages, on réduirait l'essence, les coûts d'essence, les coûts d'intrants,
Et économiquement, ça serait beaucoup plus viable et durable que le mode de production actuel. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'à rendement égal, les résultats nets sont potentiellement inférieurs. Et je voudrais juste, du coup, moi, je vous avais mis une citation des années 30 qui reprend exactement ce que tu viens de dire, sur travailler avec les forces de la nature, enfin, gratuites de la nature. Et historiquement, c'est vraiment des choses qu'on retrouve, mais à chaque époque. Après, moi, j'ai passé sur la 3e période, mais il y a eu une grosse réflexion sur ces questions-là aussi dans les années 70, donc à la suite des crises pétrolières. Et de l'augmentation du coût des intrants, où là, une des figures qui a été importante, c'est pour tout ce qui était, donc c'était pas forcément quantifiable, mais c'était tout le travail de Marcel Boucher, qui était le spécialiste des lombriciens et de l'écologie des vers de terre, mais qui s'est beaucoup penché, alors pas sur quantifier, mais sur comment, si on travaillait avec les vers de terre, on pourrait réduire les agrotechniques. Et qui a essayé de le mettre en place avec un programme de recherche très concret, alors qui finalement il s'est un peu plutôt muté ailleurs, mais ça n'a pas abouti au sein de l'INRA. Mais on retrouve quand même à chaque époque, à la suite de chaque crise, des réflexions de ce type-là. Moi, j'étais très étonnée. Avec en fait, un lien quand même qui est souvent pensé entre autonomie des cycles biogéochimiques et autonomie financière des agriculteurs et des agricultrices. Et est-ce qu'on voit, on a vu dans l'agriculture, ce qu'on a vu dans l'industrie, de la Francesca vient un peu exactement là-dessus, avec l'organisation scientifique du travail, dans le monde industriel, est-ce que dans l'agriculture, on voit qu'on a vu quelque chose un peu similaire? L'idée, pardon? Tu veux dire sur vraiment l'organisation? Oui. Je pense qu'il y a eu des tentatives, mais ils se sont très vite rendus compte. Désolé d'intervenir, mais c'est juste que dans l'Italie fasciste, on a essayé d'appliquer les méthodes, mais je ne pense pas que ça a marché. Mais Francesca pourra aimer tout le monde dire des choses, mais en agriculture, je pense que. Mais effectivement, l'idée que j'en ai de la littérature, c'est qu'en agriculture, ça n'a jamais marché, l'application de taylorisation agricole. D'accord. Ils ont fait au rebut. Si ça t'intéresse, dans les années 30 en Italie, il y a un rebut. En fait, au niveau de l'agriculture, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que à chaque période, je pense, il y a des agriculteurs qui sont ingénieurs, pas de formation, mais ingénieurs dans leur comportement, et qui vont expérimenter. Et qui vont être un peu des porteurs d'innovation et souvent de réflexion. Et c'est un peu ceux qui relancent un peu le débat à chaque fois du sol vivant, etc. Et même à l'heure actuelle, en fait, nous, on travaille avec des agriculteurs, avec des instituts techniques, avec des chambres d'agriculture, mais régulièrement, on rencontre des agriculteurs qui, de par eux-mêmes, vont expérimenter. Des fois, ils arrivent à trouver un soutien scientifique, privé, public, peu importe. C'est pas structuré, mais en tout cas, il y a des choses effectivement qui se passent en termes de recherche scientifique, plus ou moins carré. Un agriculteur, il n'a pas forcément fait Bac+5, il ne sait pas forcément comment mettre en place une expérimentation, mais il y a des essais, il y a de l'expérimentation malgré tout. Et ce qui est dommage, c'est que ça reste souvent à son échelle ou à une échelle d'un groupe très local. Et du coup, l'information se perd avec, quand on change de génération. Et du coup, il y a énormément de valorisation de connaissances qui sont produites au terrain de façon empirique, qu'on perd tout le temps. Et ça revient un peu à ce que tu as dit du fond dans ta présentation. Mais il y a quand même de la science au terrain, qui est faite un peu différemment de ce qu'on fait dans nos laboratoires de recherche, mais elle est quand même présente. Mais ça, sur un autre domaine, je veux dire, le fait qu'on perde l'expérience des protagonistes, c'est perpétuel. Hein. Bon, je veux dire, ça n'est pas spécifique à cette dimension-là. Non, mais ça rejoint quand même fortement ce que disait Cécile sur, en fait, c'est des cycles et on est obligé de tout reconstruire à chaque fois. Finalement. Une remarque et deux questions. Une remarque juste d'expérience. Je ne connais rien. Quand je vais dans la Brie, par exemple, vous avez des grandes cultures industrielles avec un petit bois paumé au milieu.
vous baissez dans le bois, vous prenez de la terre, ça ressemble à de la terre, il y a plein de lombriques partout. Vous allez à 10 mètres de là, vous allez dans le champ, vous avez l'impression que c'est du sable. J'ai l'impression d'être complètement dans le sol. Alors, mes deux questions. La première, vous avez déjà pas mal répondu, mais sur le coup de l'analyse, par exemple, des parcelles de l'agricultrice qui voulait s'installer en bio, est-ce que j'imagine qu'au 19e siècle, les gens avaient une connaissance très très fine de effectivement ce qu'il fallait planter dans les parcelles est au moins intuitif. Est-ce que ça s'était complètement perdu, ou est-ce qu'il restait encore un petit peu de ce savoir, ou est-ce que vraiment il fallait reconstituer le savoir à partir de ça? Et je profite tout de suite pour poser une autre question qui est plus pour Adrien. Au niveau des AMAP, on constate que même les agriculteurs qui veulent s'installer en bio, ils n'ont pas peu de soutien politique, ça dépend des rapports de force. Et j'avais vu des articles disant que les affaires, le mode de financement avait changé beaucoup profondément, ça avait changé profondément leurs objectifs, et que donc leur mode de régulation changeait aussi à cause de ça, parce que l'objectif politique qu'on leur imposait, auquel elles se trouvaient obligées de faire par le mode de financement, avait complètement changé. Est-ce qu'en fait le combat pour les petits agriculteurs, il n'est pas perdu, pas seulement par une crise de vocation, mais aussi par un découragement institutionnel? On va peut-être prendre juste une deuxième question, parce que je vois qu'il y a encore pas mal de questions, donc on va prendre une deuxième question avant de faire... Non, pardon. J'ai une question pour Céline. Vous avez dit que le modèle de compostage était dominant en Ile-de-France, je ne sais pas, dans les années 50. Puis ça a été abandonné par l'incinération. En fait, pourquoi ça a été abandonné? Je peux répondre. En fait, c'est à cause simplement de la diversification de la masse de détritus et de leur origine. Donc, du compostage, dans les années 50, il y avait moins de plastique, il y avait plus de papier, de choses compostables. Et là, actuellement, pour faire du compostage, il faut qu'on fasse du tri d'abord. Voilà, c'est tout. Bah, il y a ça, mais il y a quand même eu des tentatives pour faire du tri correctement aussi. Par exemple, Marcel Boucher, il avait élevé les vers de terre qui était capable de faire un tri correct. Il y a une augmentation terrible de la... Il y a un certain nombre de raisons. Il y a le début d'une valorisation énergétique. Hein. C'est quand même voilà, toutes les questions où on se dit il y a la promotion d'un modèle où on préfère en faire de l'énergie plutôt qu'un retour à la terre. Ça devient quand même important dans ces années 70. Il y a un changement d'échelle aussi du traitement des ordures ménagères où on passe, ça c'est des questions plus d'urbanisme, où ça se gère d'un seul coup à une échelle qui rend beaucoup plus complexe un lien à la campagne. Voilà, ça fait et quand même le plastique, c'est pas négligeable. Donc c'est l'augmentation des populations en ville qui génère des quantités de déchets extraordinaires qui sont beaucoup plus compliquées à gérer. Et du coup, on est passé sur de l'incinération et sur l'enfouissement de déchets aussi. Je sais pas si les années 70, c'est vraiment là que ça joue tout, mais vraiment, et il y a vraiment une très bonne thèse en cours, c'est la thèse d'Étienne Dufour, sous la direction de Sabine Barbe, qui travaille vraiment là-dessus. À suivre. Tu veux répondre sur la première question? Ouais, je vais répondre sur la première question si je me souviens bien. Ah oui, alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les agriculteurs, à l'époque, on est passé sur du presque tout chimique, etc. En fait, ils ont été, ils ont perdu leur agronomie. Ils ont perdu leur connaissance, pas par choix, c'est qu'en fait, fallait produire, fallait mettre des doses, des unités d'azote pour telle culture. Ils étaient accompagnés, conseillés par des vendeurs de produits, et en fait c'est quand même la microbiologie du sol. En fait, si on l'utilise pas, elle se perd, et le bon sens agronomique et la culture agronomique des agriculteurs, c'est pas de tous, je vais pas faire une généralité, c'est pas 100%, mais de la plupart, c'est perdu. Ça revient, mais à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'agriculteurs qui souffrent d'un manque de confiance en eux. C'est-à-dire que même s'ils savent ce qu'ils doivent faire, ils préfèrent que ce soit quelqu'un qui leur dise « tu fais ça », pour ne pas porter la responsabilité de l'échec s'il y a échec. Et ce qui est dommage, après on est en train de revenir quand même vers des générations d'agriculteurs qui ont envie de réfléchir, inclure cette biologie du sol dans leur réflexion, cette matière organique du sol, et d'aller sur des pratiques qui sont vraiment raisonnées dans leur tête.
et pas juste faire ça parce qu'on dit de faire ça. Mais il y a quand même eu toute une culture agronomique, et même, j'ai envie de dire, écologique aussi, parce que les agriculteurs, à la base, ils réfléchissaient dans le cadre de leur environnement, de la qualité de leurs parcelles, de leur sol, des terroirs. On en a parlé tout à l'heure, hein, les terroirs, c'est quand même quelque chose de très important, et les agriculteurs, les viticulteurs sont à l'écoute de ça. Et en fait, ça s'est perdu à ce moment où on a trop industrialisé l'agriculture. Et on essaye de revenir à quelque chose, mais ça va prendre du temps. Alors avant de répondre à la question qui m'était destinée, je vais peut-être apporter une toute petite nuance à ce que tu viens de dire sur le fait qu'il y a quand même des études en ethnopédologie qui essayent de montrer dans quelle mesure les savoirs vernaculaires sur les sols par les agriculteurs rejoignent les savoirs que les pédologues peuvent porter sur les sols. Je pense notamment à un papier de Maxime Marie et ses co-auteurs sur une commune dans le pays de Camembert, il y a une dizaine d'années, où ils étaient allés voir vraiment quels étaient les savoirs des agriculteurs sur chaque parcelle, comment ils expliquaient leur choix au vu des noms vernaculaires qui continuaient à donner aux parcelles. Ils ne disaient pas c'est une parcelle type limono-argileuse ou quoi, ils disaient c'est une boule benne ou ce genre de nom. Et qu'il y a quand même des savoirs qui continuent à exister. Et voilà, cette branche, cette discipline qu'on appelle l'ethnopédologie porte là-dessus, mais surtout avec des travaux sur les pays du Sud. Et alors, pour la question sur l'accès au foncier, c'est une question d'envergure. Effectivement, les néo-agriculteurs, ceux qui veulent s'installer dans des modèles un petit peu alternatifs, rencontrent un nombre de freins à l'entrée qui sont assez importants, ce qui font qu'ils finissent par s'installer sur des surfaces qui sont généralement plus petites et qui ont des parcours à l'installation qui sont plus longs, et que dans certains cas, notamment dans les premières vagues de néo-ruraux, ils s'installent même sur des parcelles qui sont de moins bonne qualité en termes de caractéristiques pédologiques et de caractéristiques foncières que les enfants d'agriculteurs, même si c'est moins le cas actuellement. Quant au rôle des SAFER, effectivement, au départ, les SAFER avaient un financement public tout en étant des sociétés privées. Ce financement public, elles l'ont perdu et maintenant, elles se rémunèrent à la commission. Donc pour la SAFER, vendre une maison de campagne, ça permet d'avoir des rentrées d'argent qui sont beaucoup plus importantes que vendre des parcelles purement agricoles. Donc il y a des injonctions contradictoires entre les missions de service public qui ne sont pas hiérarchisées pour les SAFER. Elles doivent protéger aussi bien l'environnement qu'installer, que protéger l'activité économique en milieu rural, etc. On se retrouve à souvent débusquer des affaires où la SAFER de telle région ou de telle autre région est mise en avant pour avoir vendu tel lot à tel type d'agriculteur qui n'était peut-être pas le plus prioritaire. Le dernier en date, c'est cette affaire de la méga ferme dans la Vienne là, de 2100 hectares qui a été vendue à des agriculteurs de l'Eure qui exploitent déjà, je crois, 1500 hectares. Donc un cas de concentration foncière quand même assez marquant. Mais les SAFER, elles ont aussi une gouvernance qui s'est un petit peu ouverte au-delà du monde agricole. C'est plus seulement un outil au service de la profession. C'est un outil qui s'est ouvert avec une représentation des collectivités locales, des associations environnementalistes. Et ça joue quand même un rôle un petit peu d'arène de discussion. Et en fait, le rôle des SAFER, il est très différent selon les régions. Les régions où le marché de la propriété est encore important, les SAFER, elles ont un rôle, elles peuvent jouer un rôle. Mais par exemple, dans le nord du bassin parisien, où les terres ne se transmettent presque plus, en proportion, par la vente de terres, mais principalement par la vente de parts sociales, les SAFER n'ont presque plus de marché qu'elles peuvent atteindre. Et donc, pour trouver de l'argent, elles se déplacent vers d'autres missions. Par exemple, faire de l'intermédiation, de la transmission d'exploitations qui sont en fermage, en location. Donc, elles deviennent plus des conseillers fonciers, des agences immobilières. Alors que dans le sud Aveyron, par exemple, où on a toujours une transmission du foncier par vente de foncier, la SAFER continue à être un acteur pivot du marché local et peut, de temps en temps, installer un agriculteur bio, un agriculteur en circuit court. En fait, on accède au foncier en France de manière très différente selon la structure foncière du marché et selon la manière dont le foncier se transmet, sur les 4 marchés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on accède, un néo-agriculteur a très très peu de chances de s'installer en Picardie, et beaucoup plus dans des zones où on transmet la terre par de la vente de foncier. Et pour terminer, là, la dernière innovation législative, c'est que l'agrément de transfert de parts sociales, c'est une mission qui, normalement, dans l'esprit des juristes qui l'avaient imaginé au début des années 2010, devait être confiée à l'État. Mais les services de l'État ont dit qu'ils n'avaient plus assez de ressources humaines avec les diminutions d'effectifs de ces dernières années. Et donc, cette mission assez régalienne de transfert de parts sociales, elle a été déléguée aux SAFER. Et donc là, depuis un mois, les SAFER, ce sont elles qui, contre rémunération, c'est 300 € le dossier, se positionnent sur oui ou non, on autorise le transfert de parts sociales. Et ça, c'est ce qui a beaucoup fait réagir les professionnels du droit rural, en disant que la SAFER devenait totalement jugée partie dans la régulation foncière,
et qu'on avait là une évolution. D'ailleurs, le président de la SAFER l'a dit, c'est la plus grande évolution depuis la création des SAFER en 1960. Enfin, encore mieux que le droit de préemption en 1962. D'après lui, Emmanuel Yest, qui est le président des SAFER. Donc l'avenir dira, le contrôle n'existe que depuis un mois, effectivement. L'avenir dira quel est le nouveau rôle que les SAFER vont être amenés à jouer avec cette nouvelle régulation du marché des parts sociales. Oui, je voulais savoir quels sont les liens qu'on connaît maintenant sur le lien entre qualité nutritionnelle des productions et la qualité microbiologique du sol. Parce que ça, vous l'avez évoqué, et c'est une question très importante, mais à quel point on fait des choses là-dessus? Au début, j'ai travaillé pendant 1 an et demi sur un projet sur la zone AOP Comté, où on a regardé les transferts microbiens du sol, passant par la plante, la vache, et le lait et le fromage. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des transferts microbiens depuis le sol, entre compartiments, jusqu'au lait, et que du coup, ça jouait sur la qualité organoleptique. Alors, nutritionnel, c'est autre chose, mais en tout cas organoleptique d'un produit qui est rattaché à un terroir. Un lien qui est assez fort. Donc ça, c'est montré au niveau du fromage. Alors, nous, on l'a fait au niveau Comté. Il y a eu d'autres fromages sur lesquels l'étude a été faite en France et en Italie aussi. C'est plutôt la France et l'Italie qui sont sur ces aspects-là. Et pareil au niveau du coup du vin, il y a des études aussi qui sont menées dessus, qui sont souvent au début, parce que du coup c'est... Alors peut-être que historiquement il y a eu des choses, mais qui ont été oubliées, et en fait on reprend à zéro. Moi j'ai pris conscience de plein de choses avec la présentation, et en fait... Et l'hypothèse est forte, les démonstrations donc, reprennent sur des produits vraiment typiques, comme ça. Et sur du légume en général, ou du blé alors, il y a même de dire, oui, un truc qui a juste bouffé de l'azote en gélule, bon, bah, c'est juste à la fin, il y a plus de l'azote dans la plante. J'ai pas connaissance d'études. Est-ce que ça, c'est un peu... J'ai pas connaissance d'études là-dessus. Après, c'est... ce que je disais tout à l'heure, c'est un lien qui peut être difficile à faire parce que avec des effets climatiques, des choses comme ça qui peuvent venir vraiment soit masquer l'effet ou alors accentuer un effet qui normalement devrait être minime, mais en fait ça l'extrapole parce qu'on est en période de sécheresse ou voilà, etc. Ça, historiquement, juste sur les engrais azotés, c'est peut-être ça a été le plus travaillé. Et je sais que, par exemple, c'était aux États-Unis, il y avait le Soil Health Center, qui est créé dans les années 50, je crois, et qui travaille vraiment sur cette question. Et c'est un scientifique américain qui s'appelle William Albrecht, et du coup, qui est aujourd'hui, du coup, il est vachement remis en vogue. Enfin, après, il a jamais été... Il a toujours été assez important, reconnu, mais c'est un des seuls. Donc les études, les gens qui s'intéressent à ces questions dans la France des années 50, voire dans le monde, c'est lui qui est cité des années 50 aux années 70, quoi. Et il y montre, alors il a travaillé notamment sur le blé et du coup sur le pain, qui est quand même un des produits les plus consommés et emblématiques aussi. Et il montre, alors moi je suis pas très calée, mais du coup lui il invite à déplacer la question sur les acides aminés et il montre des différences notables. Il y a un produit sur lequel la différence elle est notable, c'est sur le vin, en fait, sur des sols qui peuvent manquer d'azote. Et du coup, on apporte de l'azote foliaire pour qu'il y ait suffisamment d'azote dans les mous, pour qu'il y ait la fermentation, etc. Ça change la qualité du vin, effectivement. Donc, déjà, merci beaucoup pour toutes les trois présentations. Donc, j'ai plein de questions que je vais essayer de résumer en 3. Mais c'est très rapide. Alors, donc là, il y en a pour tout. Donc, une première, c'est que pour Patel, vous avez présenté des comparaisons de qualité de sol par la
propriétés de dissolution de l'eau, etc. Et vous avez utilisé forêt contre vigne. Donc je me demande pourquoi la vigne et pas un autre sol. Est-ce que c'est parce que c'est extrême? Est-ce que les sols de terre arable, c'est un intermédiaire Parce que c'est extrême et parce qu'on est situé en Bourgogne et qu'on a beaucoup de terres viticoles en fait. Et que du coup c'est assez emblématique aussi pour nous. D'accord. Okay. Donc parce que bon, la vigne c'est connu aussi pour être des sols de faible qualité. À la base, effectivement, on ne met pas de la vigne partout. Oui, c'est ça. On ne pourrait pas mettre des grandes cultures dessus. Peu profond, oui. effectivement. D'accord. Mais okay. ça n'a pas amélioré. D'accord. Bah, l'autre question, c'est que on n'a jamais entendu parler de bio des années 70, par exemple. Donc, vous avez dit que votre troisième période, enfin la troisième période que vous avez présentée au cours des années 59 ou 60 à 80 à peu près. Donc en fait, ça a pris 30... Donc aujourd'hui, on parle de bio, alors qu'on a l'impression que c'est très récent. Et donc ça a pris un demi-siècle pour que ça monte un peu en puissance, quoi, on a en tout cas l'impression. Donc la question c'est, qu'est-ce qui a étouffé cette réaction qui était, donc les années, donc là en question, 60, 70, 80, était, comme vous l'avez dit, une réaction à la négligence d'oubli de l'importance de la santé des sols de la part des périodes précédentes. Donc on a l'impression qu'il y a un truc qui a pu retarder cette réaction, enfin qui a pu étouffer cette réaction et qu'on l'a vu maintenant par exemple, un demi-siècle plus tard. Oui, et puis j'en ai une dernière pour Adrien, peut-être je la pose tout de suite. C'est qu'en France, la taille moyenne des exploitations agricoles, c'est parmi les plus petites d'Europe, malgré tout. Enfin, si on compare, peut-être pas parmi les plus petites d'Europe, mais si on compare aux États-Unis, on est un facteur 4 ou 5 en dessous, par rapport à l'Allemagne ou la Pologne aussi, on est en dessous. Donc bon, le pourtour méditerranéen, on a peut-être encore plus petit. Mais la France, finalement, alors que c'est une agriculture qui s'est industrialisée, mécanisée assez tôt, et de manière très rapide et politiquement soutenue, et finalement, elle n'a pas fini par avoir des exploitations de taille extrêmement grande, quoi. Donc finalement, est-ce que c'est dû à une bureaucratie française particulièrement efficace? Merci. Non, moi, la bio n'est pas non plus dominante aujourd'hui, hein, donc on est toujours sur des rapports de force complexes. Hein, qu'est-ce qui a joué en les faveurs? Beaucoup de choses. J'ai un peu voté en touche. Et la bio, même quand c'est revenu à la fin des années 90, au début des années 2000, ça a été très compliqué hein, de refaire partir le bio. Pendant plus de 10 ans, on était à 3-4% de surface agricole en bio en France. Là, c'est un chute libre avec les aides. C'est ça. Et du coup, ça vivote quand même le bio. C'est pas le mode de production ou le label dominant en fait. Parce que c'est très dépendant effectivement à la fois des aides, et ça c'est vrai, hein, c'est pour des raisons économiques qu'un certain nombre d'agriculteurs sont passés en bio pour avoir des aides et pour pouvoir avoir un bilan qui n'est pas dans le rouge. Voilà. Et il y a plein d'agriculteurs qui étaient passés en bio et là qui arrêtent. Sur la taille des exploitations, effectivement, pour contextualiser à l'échelle européenne, tu as effectivement le pourtour méditerranéen avec des exploitations très petites, mais c'est aussi lié au type de culture, hein, avec les microfondiers italiens et puis les exploitations maraîchères, etc. Les plus grandes exploitations, les tailles moyennes d'exploitation les plus grandes, en fait, on les trouve dans les pays décollectivisés, avec d'anciens sovkhozes et kolkhozes qui sont devenus des exploitations agricoles de firmes. Et qui avant parfois même étaient des domaines agricoles austro-hongrois, hein, avant la collectivisation. Donc tu as vraiment une résilience de la trame agraire qui est extrêmement importante. Et en France, finalement, c'est une taille relativement intermédiaire, avec 69 hectares en moyenne par exploitation au dernier recensement. Ce qui nous différencie le plus de nos voisins européens, c'est le prix des exploitations agricoles, enfin de la terre agricole, qui est en moyenne de 6 000 € à l'hectare, alors que les maximums européens sont à 60 000, donc un facteur 1 à 10. Les maximums européens, c'est Plaine du Pô et Pays-Bas. C'est effectivement un résultat de la politique de contrôle des structures
et de la mise en place de la SAFER. La SAFER qui a régulé l'augmentation des prix, qui a limité l'augmentation des prix pour que la terre soit toujours accessible aux agriculteurs. Et pour ce qui est de la taille des exploitations, le contrôle des structures, il était là pour accompagner la croissance progressive de la taille des exploitations agricoles, mais pour éviter que la taille s'envole, explose et atteigne des niveaux trop importants. Et c'est vrai que il y a quelques années, je présentais ces éléments un peu de contexte à des collègues états-uniens lors d'un atelier, et ils me disaient « Waouh, c'est incroyable, si seulement on avait ça, l'agriculture aux États-Unis, elle serait tellement différente. » Effectivement, ça peut sembler être, pour beaucoup de collègues étrangers, une régulation extrêmement importante, forte, et c'est de fait reconnu à l'échelle européenne que la régulation du foncier en France, elle est déjà assez importante, et elle a des effets, parce qu'elle était là pour aussi maintenir une agriculture familiale à 2 actifs. Et elle continue à jouer un peu ce rôle, mais l'irruption d'une agriculture avec plus de concentration foncière, plus de firmes, se fait par ces nouveaux marchés non contrôlés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais effectivement, c'est entre guillemets pas si pire. Et juste quand même sur le bio, quand même, sans répondre, mais juste, parce que ça serait vraiment long, mais juste deux points. En 1971, le ministère propose d'interdire le terme de biologique, le ministère de l'Agriculture, et en 1981, donc le spécialiste international des vers de terre, Marcel Boucher, est muté, il était à l'INRA de Dijon et il avait un projet très ambitieux d'une unité de zoopédologie avec à la fois de recherche et de transformation agricole. Il est muté au CNRS, à Montpellier, en quelque sorte mis à la porte de l'INRA. Juste 2 éléments, il y avait quand même un ensemble de rapports de force assez hostile au développement de l'agriculture biologique. On prend vraiment 2 dernières questions, je pense. Voilà. C'est les dernières depuis. C'est les dernières. C'est une remarque assez courte sur la question de la perte de savoir-faire et de confiance des agriculteurs. Si j'ai bien compris, il y a eu au cours des dernières décennies un niveau d'endettement des agriculteurs qui a explosé et qui a été aussi associé au support des fournisseurs d'intrants, etc. Est-ce que c'est vraiment une perte de confiance ou est-ce que c'est tout simplement le poids de l'endettement qui fait qu'ils n'ont plus le choix? On prend la deuxième question, la dernière question. Moi, la dernière, c'est... En fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a une résurgence beaucoup d'ingénieurs, de jeunes qui décident de lâcher leur travail et d'aller s'installer. Est-ce que c'est un mode de transition agroécologique qui pourra exister ou est-ce que c'est voué à disparaître? Il y a eu beaucoup de vagues de retour à la Terre. Hein. C'est Céline Bessière, je crois, qu'on a identifié au moins 5 ou 6, je ne sais plus. Enfin bon, elle identifie les près 68, les 68A, 70, etc. Donc des vagues de retour à la Terre, on n'en est pas à la première. Et c'est vrai que celle-là, elle peut sembler être beaucoup plus portée par des acteurs un peu variés et par un narratif un peu plus partagé socialement. Et il y a des acteurs quand même qui s'organisent pour accompagner les néo-agriculteurs dans leur accès à la terre. Et c'est plutôt des acteurs qui sont issus de la gauche paysanne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des ADA, les associations de développement de l'emploi agricole et rural, qui couvrent pas mal de départements français et qui, notamment dans l'ouest de la France, se coalisent avec d'autres acteurs alternatifs du milieu agricole pour essayer de faciliter le plus possible l'accès au foncier à des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, qui sont donc à la fois étrangères au coin et à la fois tout à fait, qui n'ont pas été socialisées à l'agriculture dans le milieu familial. Et actuellement, il y a une installation sur 3 qui est le fait d'une personne qui n'est pas issue du milieu agricole. Donc, en fait, la reproduction démographique du milieu agricole, elle dépend en bonne partie de ces gens qui viennent d'ailleurs. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est juste qu'ils mettent plus de temps à obtenir du foncier qui est moins étendu. Et donc, à la fois parce qu'ils s'orientent vers des modes de production qui sont moins demandeurs de foncier, parce qu'ils ont bien conscience qu'ils n'ont pas la possibilité de gager l'exploitation de leurs parents à 700 000 € pour s'installer, et donc ils vont plutôt aller vers une exploitation en maraîchage à 100 000 €, par exemple. Après, il y a aussi le nouveau rôle des collectivités territoriales dans l'acquisition et la mise à disposition de foncier à des exploitants agricoles. Et on a de plus en plus de collectivités qui mettent en œuvre des politiques agricoles et alimentaires qui visent à faciliter l'accès au foncier.
Mais encore une fois, la légitimité des collectivités à agir là-dessus est assez encore en construction. Construire un rond-point et installer un maraîcher, ça coûte à peu près le même coût. On ne reprochera jamais à une collectivité de construire un rond-point, mais alors installer un maraîcher, là il y a un certain nombre de personnes qui peuvent tomber sur le dos du président de l'intercommunalité pour avoir fait ça. Et du coup, il me semble quand même qu'on a des modalités pour cette vague actuelle de néo-ruraux qui sont différentes, parce qu'il y a des soutiens des ADR, de terres de liens, des collectivités locales, et même les chambres d'agriculture qui s'aperçoivent bien que si elles veulent continuer à avoir des gens qui votent aux élections de chambres d'agriculture, il faut installer des nouveaux agriculteurs. Et qu'il ne faut pas nécessairement les considérer comme des hurluberlus ou des fumeurs de chichons, comme on entend souvent dire dans l'avion. Voilà. En même temps, il y a un mouvement de contestation aussi qui monte chez les jeunes ingénieurs d'école d'agro qu'il y avait par avant, non? Alors oui, alors ça effectivement, et Céline en parlera peut-être mieux puisque tu exerces en formant ces jeunes ingénieurs. Je ne suis pas sûre, je pense qu'il y a aussi une vague de désertion continue chez les ingénieurs agronomes depuis les 50 ans. Enfin, je pense qu'il y a un effet médiatique aussi, mais qu'il y a toujours eu une diversité. Par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, dans ces jeunes, ou même moins jeunes, mais qui décident de changer de voie par rapport à leur formation initiale, les surfaces vont pas être les mêmes parce que leurs ambitions en termes de mode de production ne sont pas les mêmes en fait. Et du coup, ça va quasiment toujours être des petites surfaces. Oui, mais parce que aussi ils exercent plus souvent 3 métiers, produire, transformer, commercialiser, voilà, et que du coup la valeur ajoutée vient de 3 activités et pas seulement l'activité de production. Les projets sont vraiment différents des agriculteurs classiques historiques. Et pour répondre à votre question, c'est un tout. Tout va s'influencer et en fait c'est un peu un cercle vicieux. Donc, je pense qu'il est temps de conclure.